Donc je vais en profiter, je m'appelle Didier Moreau, je suis directeur de l'Espace Mendès France et je souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour cette journée importante. Alors on a l'habitude avec Frédéric Chauveau et Lydie Baudiou d'avoir dans cette salle depuis 7 ou 8 ans des rendez-vous qui se trouvent malheureusement au cœur de l'actualité. Ça s'est passé à plusieurs reprises ici, y compris, je me rappelle, un matin mémorable, on a commencé en retard, parce que Frédéric était interviewé sur France Inter sur des questions de société. Pour certaines ou certains d'entre vous, peut-être n'êtes-vous jamais venus à l'espace Mendès France, simplement vous dire que cette question de culture scientifique, pour nous qui recevons bon an mal an 80 000 personnes dans cette maison, elle est absolument essentielle en termes de démarche. Et sur le sujet qui vous préoccupe ce matin, qui vous préoccupe tout au long de vos journées, pour certains en termes professionnels, ou qui vous intéresse à titre de militants, d'étudiants ou d'étudiantes, sachez que cette salle a été depuis 25 ans un lieu précurseur ou pionnier. Et j'espère que ce qui va se passer aujourd'hui sera pionnier d'une présence dans notre société par vos actions, de quelque chose qui permettra de faire évoluer à la fois les pratiques, mais également les mentalités. En 1993, dans cette salle est venu un monsieur légendaire dont on a oublié le nom, qui est décédé, qui s'appelait Bertrand Schneider, ancien secrétaire général du Club de Rome, et qui rappelait à quel point la place des femmes était essentielle. Alors lui, c'était un spécialiste de l'Afrique, dans la recomposition culturelle, politique et sociale du continent africain. Et ce jour-là, il a lancé un mouvement qui se poursuit en Afrique anglophone et francophone, puisqu'un certain nombre d'acteurs et d'actrices étaient dans la salle. Et il a été, à travers son discours, il a été un déclencheur de mise en œuvre d'un certain nombre de projets et de processus. Et je reviens à la question de la culture scientifique, qui me paraît essentielle, où l'action sur le terrain se nourrit en permanence, tout au long des pratiques et tout au long de la vie, dans la recherche, en contact avec les chercheurs. Parce que nous sommes sur des périodes où actuellement, si on veut faire évoluer nos sociétés, il faut absolument conserver le lien entre la recherche scientifique et la société. Vous êtes des membres, quelles que soient vos actions et votre présence, vous êtes des membres importants de nos sociétés locales, et vous allez, à travers vos réflexions et vos débats, nourrir vos futures actions, votre future présence professionnelle ou militante. Et n'oubliez jamais que le monde universitaire, a fortiori pour nous qui sommes à Poitiers, l'université de Poitiers, exerce un rôle essentiel dans le renouvellement des pratiques, à travers une pensée qui évolue, mais également dans une prise de distance et une mise en perspective des problèmes de société qui ont besoin en permanence d'un ressourcement scientifique, rationnel, posé, qui permet de faire durer les actions. Si je finis là-dessus, c'est simplement pour vous dire que ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment, les discussions qui ont lieu à travers les médias, ça ne doit pas être un feu de paille. Il faut que ça continue, que ça se poursuive, parce que c'est un travail générationnel. Il en est de même, ça n'a rien à voir avec la question du climat. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui relève d'un effet de mode et tout le monde repart dans son quotidien et poursuit sur les mêmes modalités, sur les mêmes processus. Donc, encore une fois, tout ce que vous allez vous dire aujourd'hui dans cette salle est enregistré et pris en compte. Et une maison comme l'Espace Mendès France, en lien avec les universitaires poitevins, on entend permettre à toutes ces... Madame la députée. Catherine Coutel, merci d'être là. On entend, nous, dans cette maison, et à travers ce que nous faisons, poursuivre ce travail sur des choses qui sont assez légères, hein, les femmes et la science, mouvement mondial d'ailleurs qui est en train de se lever, mais sur des choses beaucoup plus difficiles, beaucoup plus dures, beaucoup plus cruelles en termes de situation. On entend être présent dans les années à venir, et la notion de culture scientifique ne renvoie pas qu'aux sciences dures, à la biologie, à la santé, etc. Mais la présence des sciences humaines est essentielle, elle est vitale. Donc encore une fois, alors merci
Lydie, Frédéric et à toutes celles et ceux, Isabelle, qui ont participé à la création de ces rencontres qui sont les premières, mais pas les dernières. Et puis remercier Héloïse d'avoir coordonné tout ça. Donc passer une journée fructueuse. On compte sur vous, on compte sur vos interventions, leur créativité et leur capacité à percoler dans nos sociétés. Il faut relayer le message. Et ce message, il doit durer et encore durer. Encore une fois, on s'inscrit dans le temps, on est sur des perspectives de décennies. Voilà, donc bonne journée à toutes et à tous. Je vais laisser la parole à Frédéric Chauveau. C'est une petite pause, hein. C'est pas une page publicitaire, c'est juste une question de translation. Hein. Bien, donc bonjour, merci d'être aussi nombreux et aussi nombreuses. Merci à Didier Moreau, merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus, donc, parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un, donc je ne veux pas faire une liste exhaustive. Alors simplement, donc, il m'était dévolu de faire la petite première partie de cette introduction, tout simplement pour dire que c'est un programme effectivement qui est de longue haleine. On n'a pas du tout voulu faire une sorte de one-shot, comme on dit, ou un feu de paille. C'est quelque chose qui s'est inscrit donc dans la durée. Alors vous le voyez ici, ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est une recherche pluridisciplinaire, en disant que d'une façon générale, les violences faites aux femmes, c'est nécessairement un objet complexe et on ne peut pas l'étudier d'un seul point de vue, que ce soit un point de vue disciplinaire ou un point de vue donc d'acteur ou d'actrice intervenant donc sur le terrain. Ensuite, pour nous, c'est des travaux, puisque d'un point de vue historique, au sein de l'Université de Poitiers, vous avez au sein de la MSHS, qui est la Maison des Sciences Humaines, des axes de recherche, et l'un de ces axes avait pris comme perspective la question du corps. Et donc à partir de là, comment le corps est malmené, brutalisé, mis en scène et utilisé à des fins donc diverses. Et donc ce travail sur le corps là, nous a permis aussi de traiter peut-être de manière aussi spécifique des violences faites aux femmes. Ensuite, je le redis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et ce qui sera sans doute évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est la nécessité donc d'un travail de longue haleine, parce qu'il y a à la fois une question de sensibilisation, de mobilisation, et on ne peut pas, sur des sujets aussi complexes que ceux qui vont être abordés aujourd'hui, se contenter donc de suivre, si je peux dire, un petit peu l'actualité à un moment donné, et puis ça retombe. Alors évidemment, la difficulté, évidemment, vous le savez, dans les travaux de recherche ou dans les collaborations entre plusieurs disciplines, c'est justement avoir la capacité de s'inscrire dans la longue durée, hein, pour des raisons très très différentes. Alors, on a voulu évidemment essayer d'associer, de sortir un petit peu, si je puis dire, des murs de l'université ou des institutions de recherche, pour pouvoir justement donc jeter toutes sortes de passerelles avec l'ensemble des partenaires qui peuvent être impliqués. Et dans la vie universitaire ou académique, c'est pas toujours facile, hein, puisque vous savez, donc on est toujours évalué, et après ça on reçoit des subventions financières en fonction de ce qu'on peut faire à l'intérieur de sa discipline, et dès que l'on franchit les murs, voilà, on se heurte parfois à un certain nombre de difficultés. Alors ceci dit, on a eu le soutien de toutes sortes d'acteurs, alors acteurs collectifs et acteurs et actrices individuelles, et puis certains et certaines d'entre eux donc prendront la parole aujourd'hui, donc je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ensuite, simplement, on a essayé à chaque fois de traiter le sujet, si je puis dire, en changeant progressivement de focale, puisque sur la question des violences faites aux femmes, on peut le traiter, si je peux dire, au plus près de l'intimité. Et puis on peut aussi parfois donc prendre un peu plus de perspective. Et aujourd'hui, des fois dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle la violence systémique, c'est-à-dire comment donc d'une manière générale est organisée par les sociétés les violences faites aux femmes, quelle que soit, si je peux dire, la composition ou la configuration de ces sociétés. Alors, pour vous donner un petit aperçu, on s'était tout d'abord intéressé donc aux violences sexuelles et violences sexuelles faites aux femmes. Et là, cette première série, si je peux dire, de manifestations
avait été un petit peu, si je puis dire, même beaucoup, dû à l'étincelle qu'a représentée Catherine Coutel, voilà, qui est ici, qui est députée honoraire, hein, je crois que c'est le titre maintenant qui est convenu d'utiliser, voilà, et qui avait été aussi donc président de la délégation des droits des femmes à l'Assemblée nationale. Et du coup, voilà, donc la rencontre s'est faite comme ça, et ce qui avait permis donc d'associer à ce moment-là, eh bien, voilà, deux univers qui n'étaient pas forcément destinés, si je peux dire, donc à se côtoyer, et l'alchimie donc a plutôt bien fonctionné. Alors, à partir de là, on s'est intéressé donc plus particulièrement donc à la question donc du corps Roland-Beau, avec un colloque à l'Assemblée nationale, ce qui avait permis quand même de sensibiliser donc une opinion plus large que la seule opinion universitaire. Et dans le cadre de ce colloque, l'historienne Michèle Perrault, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Les chemins des femmes », alors, je n'ai pas d'action auprès d'éditeurs, donc je peux en faire de la publicité donc, très, très largement. Michèle Perrault donc, nous avait fait une postface. Et dans cet ouvrage qui est sorti donc, récemment, qui recense, si je puis dire, c'est une sorte de collation, ce n'est pas exhaustif, ce sont des morceaux choisis, mais l'essentiel de sa production, elle a ajouté, si je puis dire, un certain nombre de commentaires donc, à la postface qu'elle nous avait faite. Et la postface sur le corps Roland-Beau se trouve aussi intégralement reprise dans ce livre. Alors voilà ce qu'elle écrivait en plus. Alors ce texte, postface au livre Somme, publié sous la direction de plusieurs collègues de l'Université de Poitiers, est contemporaine des scènes de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, 31 décembre 2015. Un an et demi plus tard, éclatait l'affaire Weinstein, à l'origine du mouvement #MeToo. Je me sentis solidaire de cet événement qui doit son ampleur et son retentissement aux réseaux sociaux et à l'usage que les femmes ont su en faire, mais qui, à mon sens, s'inscrit dans une évolution de plus longue durée, marquée par la prise de conscience de leur corps par les femmes. Notre corps nous-mêmes, disaient les féministes des années 70, en revendiquant le droit à la contraception, reconnu par la loi de 1967, mais encore si peu accessible, et à l'avortement, en 1978, le procès d'Aix-Marseille, gagné par Gisèle Halimi, allait aboutir à la reconnaissance du viol comme crime entériné par la loi de 1980. Donc ensuite, elle poursuivait, et puis elle ajoutait donc un petit complément final. Fresque, ce livre nous donne à voir l'infini de la souffrance des femmes. Somme, il nous en révèle l'étendue et la diversité. Instrument, il nous aide à sonder ses ressorts et à entrevoir sa possible issue. Voilà. Donc le livre est encore disponible. Hein, voilà, si vous voulez éventuellement donc en faire l'acquisition, n'hésitez pas. Alors ensuite, nous avions donc bifurqué vers d'autres thématiques, d'autres manifestations. Alors la première, c'était aussi une table ronde donc un petit peu singulière, avec notamment encore une fois la présence de Catherine Coutel et puis des dessinateurs et dessinatrices qui seront donc évoqués tout à l'heure. Je n'en parle pas plus, mais il était important, semble-t-il, de traiter aussi de la question des violences faites aux femmes par l'entremise des images. Ce qui me permet aussi de faire une annonce. Lydie Baudiou, Héloïse Morel et moi et Jean-Philippe Martin, nous allons donc co-organiser en mars, ici à l'espace Mendès France, une première journée qu'on a appelée à coups de cases et de bulles, qui traitera tout simplement donc des violences faites aux femmes dans la bande dessinée. Et quand on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 4500 bandes dessinées qui sont publiées chaque année, donc on voit aussi donc l'importance du thème et la manière aussi de sensibiliser donc un public qui n'est pas forcément, donc, si je puis dire, sensible à ce moment-là. Alors si on continue donc ce tour d'horizon, voilà, pardon, voilà, avec les batailles du corps, donc là on avait essayé aussi de faire intervenir donc d'autres acteurs, d'autres actrices dans le cadre tout simplement donc d'un échange pour essayer de mettre en avant un certain nombre de fils directeurs. Si je poursuis ce tour d'horizon, donc nous nous sommes attachés plus particulièrement donc au féminicide, à travers parfois donc des grands journaux comme le Figaro, Le Monde, que sais-je, même Le Pèlerin, voilà, nous a consacré donc un dossier sur cette thématique-là. Alors simplement, ça n'a pas forcément été donc un sujet facile, puisque la question du féminicide, est-ce qu'il faut la faire passer dans la loi? Comment? De quoi? Quelle définition donne-t-on au féminicide? C'est une question qui reste assez sensible, il n'y a pas forcément donc consensus. Et pour nous, il était donc important et essentiel de promouvoir cette notion, tout en sachant qu'à travers le féminicide, là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a à la fois, donc, si je peux dire, les violences conjugales,
qui fait partie du féminicide. Et aujourd'hui, la presse s'en saisit. Depuis 3-4 ans, le mot féminicide surgit un petit peu partout, est approprié sans qu'il y ait une vraie réflexion sur le contenu. Et on oublie aussi trop souvent que ce soit féminicide ou fémicide, les organisations internationales que sont l'ONU ou l'Organisation mondiale de la santé s'en sont emparées dans les années 2010-2011. Et donc du coup, dans le cadre des organisations internationales, le féminicide, avec parfois des exceptions différentes, comme par exemple le crime d'honneur, le crime systémique, comme au Mexique, à Ciudad Juárez ou ailleurs, et bien donc fait partie à ce moment-là des reconnaissances en disant il y a bien une violence spécifique parce qu'on s'approprie d'une façon particulière du corps des femmes, alors qu'on ne le fait pas de la même manière et de la même façon, ni dans les mêmes circonstances pour les hommes. Alors si on poursuit ici, voilà, donc colloque, et on a donc publié un ouvrage « On tue une femme », qui est déjà devenu un collector parce qu'il est en rupture de stock. Moi, je tiens à vous l'annoncer. Donc si vous vouliez en faire l'acquisition, ça ne va pas être facile. Je poursuis donc ce tour d'horizon. Voilà. Et donc on a poursuivi et on continue donc actuellement on est au stade des épreuves sur la thématique des violences en famille, parce que là on a voulu élargir un petit peu le contexte. Alors dedans évidemment on retrouve bien sûr la question des violences conjugales, mais comme on a tiré les fils dans différentes directions, c'est aussi donc une façon, si je peux dire un petit peu, de montrer ou de complexifier la situation qui est parfois réduite à des aspects un petit peu sommaires. Oui, je vais aller dans... J'écoutais pas trop. L'autre perspective qui est la nôtre, et je reviens, c'est bon, je suis revenue, c'est de travailler et c'est pour ça qu'on est accueillis ici, et j'en remercie l'espace Mendes France d'être ce partenaire fidèle. L'idée qui est la nôtre, c'est aussi de rendre visibles, lisibles les travaux qui sont les nôtres, et en cela je rejoins ce qu'a dit Didier Moreau en introduction. C'est aussi une des missions qui sont les nôtres à l'université, évidemment, et c'est quelque chose auquel on tient. La sensibilisation, la valorisation, non seulement de nos travaux, mais en soi, pas seulement de nos travaux, mais l'idée de support de communication, d'outils de visibilité. Alors effectivement, les publications, c'est ce qu'on a montré, parce que c'est ce que techniquement on sait faire à l'université, hein, c'est nos outils, mais aussi les interviews qu'on peut faire ici et là, et on essaye de les faire comme chercheurs et non pas comme opinion. Et ça, c'est pas facile à faire entendre aux journalistes. Et ensuite, des expositions, puisque 2 expositions ont été initiées et réalisées sous 2 formes différentes. L'une est ici exposée, 4 panneaux que vous avez là. C'est une exposition d'une résidence d'artistes à l'université de Poitiers. C'est pour vous montrer aussi que l'université, c'est ça. C'est pas seulement des cours académiques et des TD de 19h30 à 20h30. C'est aussi des résidences d'artistes accueillis sur des thématiques de recherche et avec lesquelles on travaille. Et là, c'est deux jeunes collègues dessinateurs qui s'appellent Tiffaine Ganteil et Timothée Maurice. Voilà, regardez leurs travaux, et les panneaux sont ici exposés. Ils ont travaillé sur cette thématique avec nous, en particulier les violences conjugales et en particulier l'écoute. Deuxième exposition sur laquelle on a travaillé, alors les étudiants présents ici l'ont j'espère déjà vu. Elle est à l'étage et elle a déjà été exposée dans les murs de l'Hôtel Fumé au centre-ville. Cette exposition s'appelle « Une femme sur 3 ». Les violences faites aux femmes d'hier à aujourd'hui. Elle est ici jusqu'au 5 janvier, visible. Elle a été créée, et je voudrais les citer ici parce qu'on travaille aussi avec les étudiants qui sont là, d'ailleurs, dans la salle, je les ai vus. Hormis nous 3 et Marie-Josée Grillaume qui est fidèlement dans notre groupe de travail. Les étudiants Louise Attani qui sont devenus grands maintenant. Julien Gaillard, Sabine Lambert qui était déjà grande, Laurence Le Turmy, professeur de droit, et Nicolas Palierne, sociologue, qui ont travaillé avec nous sur cette exposition.
en 2015, augmenté en 2017. 20 panneaux illustrés de photos. Alors, ce qui nous intéresse sur cette exposition, hormis le fait qu'elle soit visible et qu'elle soit lisible et qu'elle soit là, c'est que désormais, elle nous est demandée et elle est partagée et on est fiers de ça. C'est pour ça qu'on l'a faite et on espère qu'elle le soit encore plus. À l'IRTS, elle a été exposée pour partie. On a une demande de la ville de Nantes. Les Crous aussi, désormais, nous le demandent, mais je pense que là, en ce moment, ils ont d'autres occupations, mais pour le coup, ils auraient pu la demander bien au-delà. Et des collèges, désormais, qui nous demandent cette exposition, que l'on va doublonner ou triplonner, parce qu'il va falloir qu'on la prête, et c'est tant mieux comme ça, on l'a faite pour ça. Et de cette exposition est issu cet ouvrage que vous avez vu en passant. C'est directement l'adaptation qui a été concoctée et élaborée par Héloïse ici de ce travail que nous avons mené. C'est un tout petit fascicule, mais je suis sûre qu'il est utile, nécessaire, bienvenu. On est en train d'essayer de travailler pour que la région le donne dans tous les collèges et tous les lycées, mais ils n'ont pas l'air d'avoir l'idée ou l'envie, mais on va continuer, Héloïse, à aller leur dire que vraiment, en plus c'est complètement idiot puisque c'est eux qui l'ont payé, donc c'est un truc complètement dingue, quoi. Voilà, on va continuer à leur dire que autant qu'ils bénéficient des travaux sur lesquels ils ont investi, mais pour l'heure, ça ne paraît pas être dans leurs préoccupations. On leur dira utile, nécessaire, 9 €. Non, mais 9 € quoi, quand même. C'est-à-dire que je pense qu'un CDI peut investir. Je termine sur l'idée de notre journée ici et de nos rencontres collectives, puisque Héloïse terminera sur l'intention de la journée. L'intention de la journée qui nous rassemble ici, c'est de débuter un projet collectif de mise en commun des savoirs et des pratiques. C'est ce dont on va discuter ici. Pour nous, c'est un peu nouveau, hein. On sort d'un champ qui est un champ qui est balisé universitaire. Donc merci, mesdames, parce que c'est essentiellement mesdames, de cette mise en commun du travail aujourd'hui par la parole et demain, puisque l'objet est de travailler sur un ouvrage collectif très vite, sur lesquels on a déjà commencé à réfléchir les unes et les autres. L'intention, c'est de rassembler des constats sur la pratique actuelle des divers acteurs qui viennent en aide aux femmes victimes de violences, sous la forme d'articles, sous la forme de témoignages, et d'y adjoindre des articles académiques qui sont notre précaré, on va dire les choses comme ça. Il s'agit de privilégier le croisement des méthodes, des pratiques et des constats. L'ouvrage sera proposé à des éditeurs, puisqu'on a déjà commencé la démarche, chacun et chacune de notre côté. On pense à La Découverte, on pense à Duno et Atlante. L'idée Atalante, je continue. Bon, je fais comme tu veux. L'ouvrage est conçu comme utile, pratique, sans note de bas de page. On va sortir de notre terrain premier et augmenter d'une bibliographie. C'est notre prochain chantier immédiatement ce soir à la suite. Et on est ravis de le partager avec les acteurs qui ont accepté de venir ici. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être ici et de l'intérêt que suscite cette question. Donc nous, l'envie, c'était de justement faire le lien entre la recherche, les échanges que nous avons pu avoir entre disciplines et passer justement sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain, comment militent les acteurs, actrices qui accueillent, écoutent et accompagnent les femmes victimes de violences. Pour nous, c'est un lien qui nous paraissait essentiel. Et puis vous avez vu l'actualité et de plus en plus, en tout cas, ne tait plus les féminicides. Je pense que vous suivez depuis janvier 2019, il y a une page Facebook qui s'appelle Féminicide par compagnon ou ex qui recense le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Et sur cette page, ils ont mis en place via Google Maps une carte de France et des dom-toms sur lesquels vous pouvez retrouver les lieux et les prénoms de ces femmes, leur parcours, leur histoire, afin de ne pas anonymiser ces femmes et aussi de dénoncer les meurtres et les causes qui ont autorisé le meurtrier à tuer, à annihiler l'autre. Donc, lors des précédentes journées de réflexion,
l'exposition, les expositions et les livres. Il s'agit de comprendre donc les violences, les mécanismes et le système qui permet que ces meurtres se produisent. On a surtout donné une attention sur les phénomènes d'emprise, mais également sur le contexte historique et juridique. Et une histoire des femmes donc, permet d'éclairer, de comprendre, de ne plus taire ni d'ignorer les raisons qui font que les femmes sont violées, battues, affectées psychologiquement et tuées. Et donc cet état des lieux, maintenant, pour nous, il est temps de le passer, de donner la parole à celles qui sont sur le terrain, de poser la question de la formation des professionnels de santé, de la justice et du social. Comment ça se passe? Comment se passe l'accueil? Quels sont les écueils que rencontrent ces professionnels? Juste pour rappel, il nous semble important d'évoquer qu'il est mis en place à Poitiers une structure d'accueil, Mélanie Voyer ici, sur l'accompagnement, la reconstruction des victimes de violences, puisque les violences conjugales représentent le même traumatisme que les syndromes post-traumatiques des suites des guerres. L'idée donc de cette journée, c'est de proposer, je vais être assez rapide sur le programme, mais de proposer une photographie en 3 temps, si on peut dire. La première concerne le dire. Comment mettons en mots les violences? Comment on lève le tabou qui font que les violences sont laissées sous silence à cause de l'omerta de l'intime, puisque toujours on nous rappelle que ces violences ont lieu dans un contexte d'intimité. Parfois on dit qu'elles ont lieu dans un contexte d'amour et qu'il ne faut pas l'oublier. Mais nous, on essaye justement d'ouvrir les yeux sur le fait que ça ne soit pas des situations d'amour. Et c'est justement donc, ce que vont présenter les militantes et bénévoles du planning familial de la Vienne lorsqu'elles interviennent dans le cadre des animations auprès des collégiennes, des collégiens, des lycéennes, des lycéens, ainsi que la formation des professionnels de santé et toute personne confrontée dans sa pratique à ces problématiques d'accueil. Donc elles vous présenteront ça. Et donc ces formations se font avec les interventions de Sophie Thomain, qui est brigadière de police, et en lien avec Stéphanie Mignot, médecin généraliste attachée au service gynécologie du CHU de Poitiers, qui pratique depuis des années le questionnement systématique avec sa patientèle et accompagne les personnes victimes de violences. Donc quelles sont les méthodes dans le diagnostic et la prise en charge des patientes? Dans un autre temps, il s'agit d'accueillir et d'accompagner les femmes victimes de violences, et c'est par les expériences individuelles et communes de 3 éducatrices spécialisées que l'on peut avoir l'idée d'un panorama et de prise en charge des femmes victimes, mais également des auteurs de violences. Donc Angélique Revès, qui a travaillé à l'hébergement d'urgence à la Croix-Rouge et désormais qui travaille aux hébergements à Audacia, accompagne les femmes victimes de violences, et elle présentera donc un état des lieux de l'accueil aujourd'hui, des problématiques de l'hébergement à Poitiers et dans la Vienne. Pardon, elle réalise aussi un stage aux côtés de la déléguée droits des femmes départementale Valérie Lamarche, que je remercie pour sa présence, et va présenter le questionnaire qu'elle a mis en place. Amélie Bertin, qui a travaillé à la police, à la PJJ et actuellement au sein de la police dans l'accompagnement des femmes victimes de violences, évoquera le parcours après le dépôt de plainte par la victime. Enfin, Sandra de Foulounou, qui travaille au SPIP et qui a mis en place un stage à destination des auteurs de violences condamnés par la justice, nous expliquera justement ce qu'il en est. Et elles sont toutes membres, et pour 2 d'entre elles, coordinatrices du réseau des violences conjugales à Poitiers. Durant l'après-midi, on abordera l'après-meurtre, quand la prise en charge n'a pas été assurée, quand la victime n'a pas pu parler, n'a pas pu fuir, ou bref, les circonstances sont diverses. Avec l'expérience donc, de la psychiatre et médecin légiste Alexia Delbray, il sera abordé la réparation à la fois des vivants, puisqu'elle reçoit des femmes victimes en consultation, mais aussi des familles des victimes décédées. Il est aussi question de la réparation des corps des victimes après le meurtre. Constater et réparer passe également par le fait de montrer ce qui semble commun du quotidien. Et ça, c'est le regard que va nous proposer la photographe Camille Garbi, qui a réalisé une série. Donc là, vous en avez un extrait. Le nom de la série s'appelle Preuve d'amour, ironise avec la situation entre ce que l'on voit, ce qui est montré, ce qu'elle veut montrer. Un robinet, une enceinte, un oreiller. On peut douter du romantisme de ces objets. À nos usages quotidiens, ils deviennent d'un instant à l'autre les armes d'un crime. Et dans un article paru dans Le Monde que je vous conseille, qui est paru le 21 octobre 2019, elle a photographié les lieux, et justement c'est sur les échecs dans la prise en charge après des dépôts de plainte. C'est un article qui est très, très prenant. Enfin, le dernier rouage,
qui est celui de la justice avec la défense des femmes victimes ou des familles des victimes contre les agresseurs, voire l'État, comme nous expliquera l'avocate au barreau de Paris Isabelle Steyer et la magistrate Michèle Lugat. Cette journée propose donc modestement une photographie des différents rouages, de ce qui existe, de ce qui est problématique. On fait en sorte de croiser ici la recherche avec le terrain, c'est nécessaire afin de penser des fonctionnements, des modèles à venir pour faire en sorte de lutter efficacement contre les violences masculines faites aux femmes. Enfin, nous nous sommes posé la question, durant la préparation de cette journée avec Lydie notamment et avec Isabelle, de proposer à une femme victime de violence d'évoquer son parcours et la prise en charge dont elle a bénéficié. Il nous a semblé en fait que dans le cadre d'une journée qui s'inscrit dans le début d'échanges justement entre recherche et terrain, la parole d'une victime risquait de centrer ou en tout cas de faire de cette histoire un cas d'étude. Et ça nous semblait plus intéressant de partir de l'expérience des professionnels qui, eux, amèneront justement différents témoignages, différents parcours et des variétés de prise en charge. Cependant, dans l'objet d'une publication future, certainement nous aurons un témoignage, nous ferons un entretien avec une victime. Voilà, je vous remercie. On va tout de suite passer au début de cette journée et donc j'appelle les premières intervenantes à la tribune. Bon, alors bonjour à tout le monde. Françoise Petit, militante au planning familial. Bonjour, brigadière de police Sophie Thomain du commissariat de police de Poitiers. Bonjour, professeur Mignot, je suis médecin généraliste à Poitiers et je suis au département de médecine générale aussi à l'université de médecine et attachée du service de gynécologie du CHU de Poitiers. Bon, alors, faut commencer, alors on va y aller. Hein. Alors, nous, c'est un témoignage modeste parce que notre action au planning familial est plutôt modeste puisque nous voyons les femmes au début quand elles arrivent et quelquefois, et la plupart du temps, elles ne viennent pas pour ça. Elles viennent pour ça, mais ce n'est pas ce qu'elles annoncent au début. Elles disent qu'elles viennent parce qu'elles ont besoin d'autre chose pour, par exemple, une IVG ou pour une contraception. Et c'est au cours de l'entretien, à un moment où on pose une question un petit peu plus précise ou un petit peu plus intéressée, que la personne commence à nous dire qu'effectivement, elle est victime de violence. Mais on ne dit pas qu'on est victime de violence facilement. On ne dit pas ça comme ça tout de suite parce que la honte persiste chez ces femmes qui sont victimes de violences et elles ne peuvent pas le dire au premier abord. Voilà. Donc nous, notre action au planning familial, c'est d'accueillir ces femmes sans jugement, avec beaucoup d'empathie et de les laisser s'installer, se détendre. Et à partir du moment où elles voient qu'on ne les juge pas, elles peuvent commencer à parler parce qu'elles ne savent pas si la personne qui est là va être capable d'écouter cette histoire qui m'arrive qu'à moi, alors qu'elle arrive à d'autres bien sûr, mais ça m'arrive qu'à moi. Et puis moi je suis vraiment une pauvre fille, si ça m'arrive, alors je ne vais pas raconter ça. Donc on a petit à petit, elles se détendent et elles nous racontent ce qui leur arrive. Voilà, ça c'est une des premières actions que nous faisons. Ensuite, nous allons dans beaucoup d'établissements scolaires. Bonjour. Nous allons dans beaucoup d'établissements scolaires et autres où nous faisons des animations sur l'éducation à la sexualité et où une partie de notre intervention est consacrée aux violences. Nous évoquons toujours les violences avec les jeunes garçons et les jeunes filles. C'est pas toujours facile et ça nous réserve beaucoup de surprises, mais nous essayons toujours de d'expliquer avec les jeunes quelle place on donne aux garçons dans la société et quelle place on donne aux filles, comment les garçons regardent les filles, est-ce que les filles sont la propriété des garçons, est-ce qu'elles sont autonomes, indépendantes, est-ce qu'elles peuvent penser par elles-mêmes ou est-ce que les garçons doivent décider de ce qu'elles doivent faire et de ce qu'elles doivent penser. C'est très important. Et puis aussi,
d'expliquer que la violence, c'est pas forcément des coups. La violence, ça commence plus tôt. Ça commence par une réflexion, ça commence par une insulte qui a l'air tout à fait banale et qui petit à petit, à mesure que les choses avancent, devient de plus en plus grave. Souvent, les femmes qui sont victimes de violences nous disent, mais ça on va vous le redire toute la journée, nous disent au début, moi je croyais que c'était des rapports de couple tout à fait normaux. Je ne voyais pas de violence dans ce qu'ils me disaient ou dans ce qu'ils faisaient. Mais ça, on va en reparler dans la journée. Voilà. Alors, ça, c'est nos actions d'animation auprès des jeunes. Mais tous les ans, nous avons mis en place une formation 2 fois par an. Nous avons une formation de 3 fois 2 jours qui s'adresse aux médecins qui sortent de formation, aux médecins généralistes, aux psychologues, aux infirmières, aux éducatrices, aux enseignants, à toutes les professions qui, dans le cadre de leur métier, sont appelées à parler de sexualité, mais aussi sont confrontées aux problèmes de violence. Puisqu'on s'est aperçu que beaucoup de personnes se retrouvent un peu coincées, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ne savent pas bien comment répondre à quelqu'un qui nous dit qu'il a vécu des violences. Souvent, les médecins nous disent, une femme commence à nous parler des violences qu'elle a subies, on se dit, oulala, qu'est-ce que je vais répondre, oulala, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, alors là je vais faire comme si j'entendais pas, comme ça sera plus simple. Et puis voilà, on va faire comme si, et puis ça passera tout seul. Voilà, donc il y a une vraie demande auprès de ces professionnels qui sont très dépourvus pour parler de ça. Parce que c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais les violences, c'est un sujet tabou, c'est un sujet qu'on a caché depuis des années et des années. Alors maintenant, on s'étonne de tous ces féminicides, mais moi je suppose qu'il y en avait bien autant avant, et peut-être même plus, et qu'on n'en a pas forcément plus, au contraire. Mais bon, il ne faut peut-être pas le dire ça. Mais je pense qu'il y a toujours eu des féminicides et qu'il y en a toujours eu en grande quantité, mais qu'on ne pouvait pas le dire. On ne pouvait pas dire « je suis battue, je suis maltraitée ». C'était extrêmement tabou. Alors, au cours de cette formation, qui dure... Ah oui, je l'ai laissée là-bas, zut, je vais la chercher. Au cours de cette formation, qui dure 6 jours, nous abordons tous les sujets concernant la sexualité, mais merci Sophie, mais un grand morceau de cette formation est consacré aux violences, comme je le disais tout à l'heure. Et pour ce morceau qui est consacré aux violences, nous faisons intervenir Sophie Thomain, qui est à ma droite, et qui nous rend énormément service parce que lors de sa venue, eh bien, elle répond aux questions des médecins qui ont des tas de questions. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il nous demande, Sophie? Il nous demande... comment déclarer un viol quand la femme se présente à eux et leur dit qu'elle a été victime d'un viol par son mari. Il parle aussi du secret... Le secret médical d'un médecin, à savoir à quel moment ils doivent déclarer les faits à la police ou à la justice. Il parle du rôle du Conseil de l'ordre par rapport à ça, qui leur donne des consignes et qui ne simplifie pas toujours leur travail. Il nous parle de leur responsabilité pénale aussi. Oui, les décisions de justice, pourquoi les décisions de justice par rapport aux faits de violence conjugale. Catherine, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, parce que je voyais que vous discutez. Mais si, tu peux le dire. Ah, ça, c'est un doux rêve. C'est un doux rêve. Mais Stéphanie pourra peut-être en parler, puisqu'elle est médecin. Elle pourra le dire. Oui, puis il t'interroge beaucoup aussi sur les délais, le nom... Le délai de prescription des infractions sexuelles et les criminels. Oui. À savoir, il faut différencier un délit d'un crime. Des violences conjugales sont un délit, puni de 5 ans d'emprisonnement. Un viol est un crime. Et un crime, on passe en cour d'assises. Et donc, il y a un délai de prescription. Un délai de prescription, c'est-à-dire combien de temps vous allez avoir quand vous êtes victime pour porter plainte. Donc, il faut compter 20 ans après sa majorité
Est-ce que tout le monde le savait, ça? Tout le monde le savait? Oui, c'est bien. Voilà. Bon. Donc, ce qui veut dire que nous avons actuellement, avec la parole qui est un peu plus libérée, on a beaucoup plus de femmes qui se libèrent et qui nous déclarent des faits de viol quand elles étaient mineures. Et ça fait beaucoup d'années, ça. Et ça fait beaucoup d'années, mais nous avons réussi à avoir un délai de prescription beaucoup plus long, puisqu'il était de 10 ans et il passe à 20 ans. Et est-ce que ce délai de 20 ans a des inconvénients? Non, 20. Ça a des inconvénients parce que quand on est mineur, on ne parle pas, et quand on passe à la majorité et qu'on commence à vouloir déclarer des faits d'agression ou de viol, nous n'avons pas de... Nous manquons de preuves. C'est-à-dire qu'une personne qui vient déclarer au commissariat un viol qui s'est commis la veille, par exemple, nous allons pouvoir faire des prélèvements gynécologiques et récupérer de l'ADN. Sauf que quand on est mineur et qu'on déclare un viol 10 à 20 ans après, nous n'avons aucune preuve matérielle, gynécologique pour prouver ces faits-là. D'où la complexité de l'enquête en soi. Et les violences, ce ne sont pas que des violences physiques, elles peuvent être des violences psychologiques aussi. Oui. Alors les violences psychologiques, c'est ce que malheureusement beaucoup de couples vivent tous les jours. À savoir, pour une dispute, on a un mot qui dépasse l'autre. Et puis, on ne se rend pas compte, on se dit que c'est la continuité du couple. C'est-à-dire, ouais, il est en colère, il m'a traité de bon à rien. Et puis après, de bon à rien, c'est des gros mots un peu plus conséquents. Et puis après, on remet en cause le rôle de la femme sur l'éducation de ses enfants. Et ça s'appelle du harcèlement moral. Et donc, le harcèlement moral, beaucoup de couples et donc de femmes en vivent. Et donc au niveau judiciaire, quand elles portent plainte, c'est la version de la femme, malheureusement, contre la version de l'homme, mais c'est reconnu comme harcèlement moral. Alors le thème de harcèlement moral, le problème, c'est que la qualification judiciaire ne remet pas en cause, ne met pas par concubin, par mari, par Pax et tout ça. Nous sommes sur du harcèlement moral. Et donc maintenant, nous pour avoir des décisions judiciaires un peu plus importantes, le harcèlement moral, on le fait qualifier de violence volontaire par concubin, où c'est un délit. Et donc les violences volontaires par concubin, donc les violences conjugales, nous mettons en compte le harcèlement moral afin d'avoir une décision et que la circonstance de concubin soit prise en compte dans la décision de justice. Alors, on parle souvent de l'accueil du commissariat. À Poitiers, surtout, on parle de ça. On dit que souvent, les femmes qui arrivent à l'accueil ne sont pas très, très bien accueillies par les personnes qui sont à l'accueil. Mais toi, Sophie, tu n'es pas à l'accueil. Toi, tu reçois les femmes après. Et donc, ton travail il consiste à recevoir les femmes. Mais d'abord, elles ont demandé à l'accueil à te recevoir ou on te les propose? Donc en fait, moi, au commissariat de Poitiers, je dépends de l'unité de protection sociale. Donc l'unité de protection sociale, elle comprend 3 fonctionnaires pour la brigade des mineurs victimes de crimes et de délits, et 3 fonctionnaires pour les violences faites aux femmes. Sauf que nous ne gérons pas que les violences faites aux femmes, nous gérons aussi les viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables et les suivis de main courante. Alors je m'explique ce que c'est qu'une main courante avant une enquête judiciaire. Chaque intervention de police avec le 17 police secours. Quand on fait le 17 police secours pour demander l'intervention de police, on envoie une patrouille de police à un domicile pour un différend de couple par exemple. Mes collègues ils vont faire une intervention de main courante. Voilà. Donc cette intervention de main courante, on va pouvoir après la mettre dans le dossier quand la femme aura porté plainte pour des violences. Après, nous avons aussi les déclarations du public. Une femme qui décide de signaler les faits qu'elle subit au domicile, mais qui ne se sent pas prête à porter plainte, parce que c'est toujours compliqué. On est dans un climat familial, il y a souvent des enfants. Après, il faut penser aussi à l'économie du couple. Et donc, les femmes peuvent faire des mains courantes. Ces mains courantes-là, elles viennent à l'accueil, elles déclarent qu'elles sont victimes de violences, mais ne sont pas prêtes à porter plainte. Donc les mains courantes, nous, on les lit tous les jours.
Et nous avons 2 intervenantes sociales qui dépendent du Prisme au commissariat. Et on parle avec elles de la meilleure façon d'aborder la prise en compte de la victime à travers cette main courante et lui proposer le soutien des assistantes sociales et des travailleuses sociales du commissariat pour les aider dans les démarches administratives, à savoir éventuellement quitter le domicile conjugal ou les aider pour préparer leur dépôt de plainte quand on voit que les faits sont trop graves. Après, on a des femmes qui se présentent directement et qui souhaitent porter plainte. Donc, quand une femme porte plainte pour des faits de plus de 8 jours, qui ont été commis plus de 8 jours, elle porte plainte, elle n'est pas prise en charge par mon service. Elle est prise en charge par des fonctionnaires qui prennent les plaintes, qui vont leur faire une réquisition judiciaire pour aller voir le médecin médico-judiciaire, puisque c'est une obligation, pour, même si on n'a plus de traces de coups. Dans la salle, là, elle est par là, je l'ai vue arriver. Voilà, elle est sortie. Même si on n'a plus de traces de coups sur la plaignante, on se doit de la faire voir par un médecin judiciaire pour faire constater les blessures ou des traces anciennes, afin d'avoir une infraction judiciaire, à savoir des violences conjugales, soit inférieure à 8 jours, soit supérieure à 8 jours. Parce qu'au niveau du délit, nous, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que des violences volontaires supérieures à 8 jours, la décision de justice sera beaucoup plus élevée qu'une violence volontaire inférieure à 8 jours. Bon, ça, c'est pas moi qui fais la justice, hein. Moi, je fais l'enquête. Et après, nous avons des femmes qui ont le courage de se présenter avec, on va dire, le visage défiguré, comme ça arrive assez souvent. Et donc là, elles sont reçues par l'accueil, et là, on nous appelle immédiatement, et donc on arrête tout ce qu'on fait, et on prend en charge cette victime. On fait la plainte avec elle, on prend en photo ses blessures. Et alors, je te coupe, excuse-moi. On n'est pas obligé à ce moment-là de porter plainte. Non. Il faut le dire, c'est important, oui. parce que beaucoup de femmes que nous rencontrons nous disent « Moi, je veux bien aller au commissariat, mais je ne veux pas porter plainte. Oui. » Donc, quand tu dis ça, on a l'impression que c'est obligatoire. C'est pas Donc, obligatoire. on reçoit ces femmes. Quelqu'un qui lève le bras. Non, juste le temps des questions, ça sera après les interventions, si ça ne vous pose pas de problème dans le... On reçoit ces femmes, on les écoute en premier lieu avant de d'écrire quoi que ce soit, et on les conseille sur les démarches à entreprendre. C'est sûr qu'une femme qui arrive avec un visage défiguré ou, comme il y a 2 jours, brûlé au 2e degré, on va pas le corps. On va pas prendre la chose. Alors, je dis pas qu'on prend les choses à la légère, mais il faut absolument l'orienter. Donc cette femme, forcément, elle n'a pas porté plainte, mais on l'a entendue. On a fait un procès verbal et on a été choper le méchant. Oui, c'est la question que j'allais poser. Alors, qu'est-ce que vous faites Alors, on parle des femmes que tu reçois, mais qu'est-ce que vous faites des auteurs de violences qui sont dénoncés? Vous allez les chercher tout de suite, là? Vous courez après? Déjà, là, je vais vous donner un exemple concret, puisque c'était il y a 2 jours. Hein. Comme ça va vous illustrer un petit peu la chose. Une femme qui se présente à son travail et qui arrive et qui est brûlée de là à là. Donc elle présente des cloques et elle explique que son concubin a renversé une casserole d'eau bouillante par accident sur elle, suite à une dispute. Voilà. Donc son employeur nous a prévenus, nous avons été récupérer cette femme, nous l'avons accueillie, épaulée, soutenue, nous avons pris son audition, elle n'a pas porté plainte, nous l'avons fait voir aussitôt par les urgences. Elle ne voulait pas aller voir le service médico-judiciaire, nous l'avons fortement conseillé à le faire et nous avons réussi à la faire voir par le service médico-judiciaire pour avoir donc une interruption totale de travail qui va qualifier, comme je l'explique, le délit plus important. Ça veut dire des violences volontaires supérieures à 8 jours par concubin. Le temps qu'elle était au commissariat, nous avons été chercher le bandit, le méchant, et nous l'avons placé en garde à vue pour assurer la sécurité de madame et protéger le fils aussi de madame, qui était à l'école. Donc on a été aussi chercher le fils de madame à l'école. Donc notre enquête a débuté. Madame était prise en charge par nous. Son fils était pris en charge. Nous avons entendu son fils de 11 ans sur ce qu'il voyait au domicile depuis 1 an. Et nous avons vu avec le procureur pour que ce monsieur soit présenté au tribunal. Donc il a été présenté hier et
il avait d'autres choses il avait d'autres infractions judiciaires qui a fait qu'il est parti 4 mois en prison, le temps que l'audience pour madame qui soit victime soit repoussée, puisque l'audience était hier après-midi, mais madame était partie au CHU de Tours, au service des grands brûlés. Donc madame n'ayant pas pu être présente en tant que victime, le procureur a repoussé l'audience, et donc le monsieur est en détention le temps que madame puisse se présenter en tant que victime d'audience. Il n'y a pas de dépôt de plainte. Ça, c'est un cas concret. Voilà. Mais il n'y a pas de dépôt de plainte. Madame a été entendue, il n'y a pas de dépôt de plainte. Ce n'est pas parce qu'on a un dépôt de plainte qu'on ne peut pas faire l'enquête. C'est ça qui... Vous êtes entendu. Une fois que vous êtes entendu par un policier ou un gendarme, l'enquête débute, avec ou sans dépôt de plainte. C'est important de le dire parce que beaucoup de femmes redoutent de déposer plainte pour des tas de raisons qu'on pourrait expliquer. Alors, puis Sophie, elle vous raconte tout ça, mais elle nous en raconte encore beaucoup d'autres parce qu'il y a beaucoup d'autres questions, il y a beaucoup d'autres renseignements, bien sûr, mais elle nous aide beaucoup pendant la formation. Et pendant cette formation, nous essayons de faire comprendre aux personnes qui sont là qu'est-ce que c'est comme le parcours. Le parcours, et merci. Et surtout, ce qui nous semble important, c'est d'expliquer le phénomène de l'emprise, puisque l'emprise, c'est un phénomène que tout le monde ne connaît pas et ne comprend pas. On ne comprend pas, par exemple, pourquoi une femme vient porter plainte et 8 jours après enlève sa plainte. Ou elle part de chez elle, elle est logée ailleurs, et puis 1 mois après, elle retourne chez elle. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'une femme puisse faire ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas non plus qu'une femme qui est maltraitée, battue, ne quitte pas son domicile, ne quitte pas son compagnon. C'est quelque chose qui est très mal compris, et pourtant c'est quelque chose de très clair et net. Les personnes qui vivent ça sont sous le phénomène de l'emprise, ce qui veut dire qu'elles sont dans une situation où leur partenaire les a mis de façon à ce qu'elles ne puissent plus penser, plus décider, plus juger, plus rien. Elles sont tellement dévalorisées qu'elles sont bonnes à rien. C'est ça ? C'est ça. Tu voulais dire ? Donc nous, il n'y a pas d'infraction judiciaire pénale pour l'emprise psychologique du mari sur la femme. Nous sommes donc sur du harcèlement moral où nous, on requalifie de violence volontaire. Voilà. Donc je vous dirais qu'au niveau judiciaire, les violences volontaires par concubin, on met un panel d'infractions judiciaires, on met beaucoup d'infractions judiciaires dedans pour avoir une décision de justice plus prononcée. Parce que le harcèlement psychologique, le harcèlement moral, il n'y a pas la qualification par concubin. Et ça, on va dire qu'un jour, peut-être que ça va arriver, mais en attendant, ne l'ayant pas, et l'aggravation de l'infraction judiciaire par concubin est quelque chose de plus important au niveau de la décision de justice. C'est pour ça que le harcèlement moral, l'emprise, on le met sous des violences volontaires. Les femmes, elles expliquent que depuis le temps qu'elles vivent avec leur concubin et le nombre d'années où elles ont été rabaissées, elles sont incapables de vivre sans lui malgré tout ce qu'elles peuvent subir. Alors on travaille avec elles pour essayer de leur faire remonter, on va dire, l'estime d'elles-mêmes, sauf que vous avez vécu pendant 1, 3, 10 ans, vous avez des enfants et la circonstance qui fait que la femme n'est pas prête à quitter cette emprise, c'est toujours l'enfant. L'enfant et les moyens économiques. Oui. Puis encore faut-il qu'elle soit consciente d'être sous emprise. Oui. Ça, c'est encore un autre problème. Oui. C'est pas évident. Non, c'est pas évident d'expliquer à une femme qu'elle est victime d'emprise de son concubin, sauf que quand elle nous relate les faits, alors ça passe par souvent des injures, hein, les injures et tout ça. Quand on vous traite de bonne à rien, ça s'appelle une emprise psychologique. Quand tu es gentil, quand tu dis bonne à rien, c'est parce que tu veux être poli. C'est ça. Il y a beaucoup de monde là. Voilà. Une emprise psychologique, c'est un conjoint qui, au fur et à mesure de la vie commune, passe sa concubine pour une moins que rien.
Avec des trêves et des moments de grand bonheur et de grand plaisir. On lui offre des bijoux, on lui offre des fleurs, on l'emmène au restaurant, on lui dit qu'elle est la femme de sa vie. Même on n'hésite pas à pleurer, à dire qu'on ne le refera plus. Et ça fait partie Ils font du chantage au suicide. Des moments où les femmes ont l'impression qu'elles vont avoir un impact sur cet homme et qu'il va changer, qu'elles vont pouvoir le faire changer. Et donc elles continuent, elles restent, elles se disent « Ah oui, il m'aime ». La plupart des femmes avec qui on en discute, on leur demande quel est leur projet de vie, qu'est-ce qu'elles vont faire. Et elles disent qu'elles vont rester. Et on leur dit « Vous avez un projet de vie avec un homme qui vous bat, un homme qui vous insulte ». Et la seule chose qu'elles savent nous répondre, c'est « Ah oui, mais je l'aime ». Et d'où la difficulté aussi pour nous en tant qu'enquêteurs, parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui... Alors, déjà, je respecte toutes ces femmes qui osent franchir les portes du commissariat ou de gendarmerie, hein, parce que c'est pas facile pour elles, d'oser déclarer autre chose, les choses qui se passent dans le cercle familial et qui restent dans le cercle familial, le parler à des inconnus, ça, je trouve ces femmes magnifiques, ces personnes magnifiques de le faire déjà. Parce que je pense qu'on n'est pas tous capables de faire ça, de déclarer des choses qui se passent chez soi. Et ces femmes-là, ces personnes-là, elles disent qu'elles ne sont pas capables de vivre sans le conjoint, mais surtout, elles vont faire le dépôt de plainte, on va dire, elles le font sous le coup de la colère. Et après, elles se rendent compte que à cause de l'emprise, suite à l'emprise que son concubin a sur elle et le fait que sans lui, elle a tellement été habituée à dire qu'elle était moins que rien. Donc au bout de 5 à 8 jours, elle réfléchit et elle retire sa plainte en expliquant que au final, elle a porté plainte sous le coup de la colère, qu'elle n'a pas eu de pression. Mais là, on est vraiment sous une emprise psychologique du conjoint. Et ce n'est pas parce qu'il y a un retrait de plainte de cette femme que nous n'avons pas mis en œuvre les mesures pour la protéger. C'est-à-dire que malgré son dépôt de plainte, nous la mettons en relation avec les réseaux de protection de la femme et nous faisons l'enquête judiciaire malgré le retrait de plainte. Alors il y a certaines femmes qui ne sont pas d'accord avec nous, mais nous on s'en fiche, nous le but c'est de les protéger. Et après c'est le procureur qui prend la décision. Il nous reste combien de temps là? 1 minute? On a beaucoup de choses à dire. Elle a du temps pour elle, elle n'est pas dans notre temps. Si, elle est dans notre temps. Elle est dans notre temps? Oui. Elle a du temps pour elle. Ah bon, parce que je me serais sentie coupable. Alors moi, je voulais juste dire, pour compléter tout ça, c'est qu'avec nos stagiaires, nous parlons de tout ça et nous essayons aussi de dire qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à une femme qui vient nous parler de violence. Parce que quelquefois, on a des réactions tout à fait humaines, mais on a des réflexions qui conviennent pas à l'instant. Et puis vous n'êtes pas encore parti, et puis qu'est-ce que vous faites encore avec lui, et puis ici, et puis là. Donc on essaie de voir avec ces personnes qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. C'est un exercice très pratique où on fait dire à tout le monde, voilà, qu'est-ce que vous diriez, et on rediscute qu'est-ce qu'on pourrait dire ou qu'est-ce qu'on ne pourrait pas dire. C'est très important. Et on le fait par rapport à des adultes, mais aussi par rapport à des enfants, parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup moins, mais beaucoup d'enfants sont victimes de violences aussi. Alors de violences, parce que ça se répercute sur eux, mais des violences aussi. Des enfants meurent victimes de violences aussi. Donc, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait encore qu'on dise, Héloïse? C'est tout? C'est tout. On a tout dit, là? On verra dans les échanges. On verra dans les échanges. On remercie Sophie et je passe... Rebonjour. Je vais vous parler d'une enquête qu'on a menée avec 2 autres médecins. Nous avons eu l'autorisation d'enregistrer des consultations. Et donc, sur des journées entières, quand les patients nous autorisaient, nous avons enregistré toutes les consultations de la journée pour glaner les éléments de santé qui nous font déclencher une attitude de questionnement qui va entraîner la révélation au cours de la consultation de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Donc, je vais vous expliquer nos résultats. On s'est penché sur cette question parce que, en fait, votre présentation peut-être
de la consultation de médecine générale où vous êtes déjà tous forcément rendus, c'est qu'on va chez le généraliste pour un rhume, une gastro, un petit arrêt de travail, enfin des choses assez banales, mais au travers, donc c'est faux, c'est pas ce qu'on voit en consultation. En tout cas, on ne voit pas que ça. Et en fait, au travers de la situation clinique, la présentation dialectique du patient, on peut tout à fait s'interroger et il y a des stigmates très présents, très rapides qu'on peut détecter en consultation et qui nous font dire « oui, là, il y a un sérieux problème », indépendamment de la présentation banale du patient. Donc ça, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Je détecte, et tous les médecins qui sont sensibilisés aux signes cliniques et aux signes physiques de maltraitance peuvent le faire. Tous les jours, je vois des femmes ou des hommes qui ont été victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. C'est une réalité du quotidien, il faut savoir le détecter. Je veux bien que tu mettes mon diapo là. Donc, les neurosciences nous ont aidés à comprendre les mécanismes psychologiques et physiologiques sur la santé, du retentissement sur la santé de ces 3 catégories de violences. Et je vous encourage à aller sur le site de Muriel Salmona, qui explique bien les mécanismes du psychotraumatisme et tous les éléments qui sont en lien physique et tous les mécanismes de l'emprise aussi. Vous les comprendrez très bien en allant sur le site de Muriel Salmona. Alors, il y a beaucoup de publications médicales qui ont répertorié tous les symptômes et toutes les maladies qui peuvent être en lien avec les violences. Et parmi les signes cliniques ou les motifs de consultation qui vont nous alerter, il y a la fibromyalgie, les syndromes douloureux chroniques, des signes digestifs. L'asthme éventuellement, c'est une maladie qui va nous faire nous interroger. Évidemment, toutes les plaintes gynécologiques, des douleurs pendant les rapports, les saignements qui sont anormaux sont aussi un signe potentiel de violence. Je vais vous donner des cas concrets après. Les maladies cardiovasculaires, les décès précoces, même par accident vasculaire cérébral par exemple. Quand une femme se présente en consultation et que quand on l'interroge sur ses antécédents familiaux, il y a trop d'antécédents familiaux, et notamment chez des personnes jeunes, même d'infarctus, même d'épilepsie, des éléments comme ça, c'est absolument pas normal et il faut commencer à enquêter à partir de ce moment-là. Donc certaines formes d'épilepsie. Donc vous voyez, on a un panel de symptômes ou de maladies qui peuvent nous alerter et faire qu'on va commencer à interroger la femme. Alors, je pense pas tu peux pas faire mieux que ça. Le premier là. Ça se décale. Bon, je vais vous expliquer le diaporama. Alors, les techniques qu'on utilise et qu'on a repérées, c'est que dans un premier temps, en consultation, il faut laisser la femme ou la personne qu'on reçoit en consultation s'exprimer les premières minutes sans vraiment l'interrompre. Et laisser du temps, et ça met... Ah, super. Donc, laisser du temps pour s'exprimer, ne pas interrompre. Et nous, au niveau de la façon de s'exprimer et d'expliquer son motif de consultation, déjà, ça peut être un repérage, quelque chose qui est confus, qui n'a un petit peu ni queue ni tête. Même si on arrive à comprendre le sens, c'est déjà un signe d'alerte. Si jamais il y a un accompagnant, des fois, les femmes, elles viennent avec leurs enfants. C'est une façon de se protéger parce que l'enfant, il va faire du bruit et nous, on ne va pas pouvoir creuser, en fait. Donc, on va essayer de faire fi d'un enfant qui est très bruyant ou très gênant. Puis, en fait, c'est un signe d'alerte. Un enfant qui est hyperactif pendant la consultation, c'est aussi un motif d'alerte. Et si jamais il y a un accompagnant, on va essayer de le faire sortir parce qu'il peut être bloquant ou la présence de cet accompagnant est déjà un signe parce que ce n'est pas trop normal quand on est un adulte et qu'on peut se déplacer tout seul, de venir à deux pour une consultation, quel que soit le motif de la consultation.
Il y a des techniques qu'on dit des techniques d'écoute active qui vont être de dire si on parle pour pas laisser l'autre dans le vide, de dire oui, et de reprendre ses mots en fait, quand il a dit la fin d'une phrase, en fait rebondir sur cette fin de phrase. Ça va l'encourager à continuer à parler. Et parmi la technique suivante, c'est oser aborder les choses. Alors souvent dans la littérature, où ce que vous entendrez, c'est qu'il faut poser en consultation directement la question êtes-vous victime de violence ou avez-vous été victime de violence? Malheureusement, c'est carrément utopique parce que le patient, quand il vient parce qu'il s'est fait une entorse du genou, admettons, et qu'il vient dans les suites de cette entorse du genou, moi je ne vais pas lui poser la question, il ne va pas comprendre que je lui pose des questions sur les violences, ça va venir court-circuiter. Et en fait, son cerveau qu'on dit cognitif, celui qui contrôle, il va me dire non, parce que il va surtout pas s'humilier. Déjà, il est humilié, et en plus, cet individu ne va pas s'humilier à me dire que, bah oui, en effet, il a été victime de viol, ou qu'elle se fait battre, ou insulter tous les jours, ou mépriser tous les jours. Et puis, comme le disait Françoise, quand il s'agit de violences psychologiques, l'individu n'est pas forcément conscient qu'il est victime de violences psychologiques, puisque son mari l'aime. Donc, du coup, il faut demander autrement. Donc, des fois, la question franche qui va être abordée, c'est que, par exemple, quand une femme, elle vient, je pense à un cas qui a été enregistré, c'est une femme qui a un bon niveau social et qui vient en consultation pour une demande d'interruption de grossesse. Un des signes qui m'a interpellée, c'est que cette femme, elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant la consultation, et ça, c'est pas tout à fait normal. Et elle me dit au passage, dans ses antécédents, qu'elle a eu ses règles à l'âge de 9 ans. Alors moi, ça m'inquiète beaucoup, et vu qu'en face de moi, j'ai une personne qui est d'un haut niveau social, si jamais je lui pose franchement la question, parce que tout de suite, moi, je me dis, cette femme, elle a eu ses règles précocement pour 2 raisons. Soit elle était obèse quand elle était petite, parce que c'est un des motifs d'avoir ses règles trop prématurément, soit elle est victime de violence. Mais là dans sa logorée, dans tout ce qu'elle me déverse, qui est strictement médical, ne me fait pas du tout part d'antécédents de violence, je ne peux pas lui poser la question des violences. Donc il faudra que je trouve une astuce. Donc je la laisse parler. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, mais vous savez, quand on a ces règles précocement, comme à 9 ans, c'est pas habituel. Alors des fois, c'est parce que les gens ils sont obèses quand ils sont petits. Et elle me répond non. Je lui dis, les autres fois, c'est quand on a été victime de violence. Et comme elle avait passé du temps, comme elle était en confiance, elle me dit oui. Et en fait, donc là, j'ai pu lui poser la question directement après. Mais en fait, vous avez été victime de violences sexuelles parce que c'est les plus difficiles à révéler. Et elle me dit que non, que en fait, le système de violence intrafamiliale, c'était des coups, des coups disproportionnés pour des choses. Par exemple, un enfant de 3 ans qui fait tomber un verre, c'est normal, il est maladroit, c'est un enfant de 3 ans. Et bien là, c'est des coups, des reproches, des cris qui sont très disproportionnés. La magie de l'emprise, c'est de créer, alors que l'univers est serein, tout d'un coup, une disproportion et des cris il n'y a pas de jugement de valeur. C'est-à-dire que tout est dramatique. Un verre qui tombe, c'est dramatique. Vous volez de l'argent dans un enfant qui vole un bonbon pendant que les parents sont en train de faire les courses. Les cris vont être aussi gigantesques que pour un verre qui est cassé. Donc après, il n'y a plus de hiérarchie et ça rend le jugement de l'individu perturbé. En fait, c'est pour ça qu'il y a une difficulté à se remettre en cause après. Une des autres techniques qu'on utilise, c'est de faire des généralités. Comme là, je vous ai expliqué, pour dire qu'en général, les femmes qui ont des règles prématurées, c'est lié à l'obésité ou aux violences. Et une des dernières révélations que j'ai eues, c'était une dame qui étouffait depuis plusieurs mois dans certaines circonstances. Donc, comme elle était tabagique, il y avait une recherche d'une cause strictement organique liée au tabagisme, et par exemple un cancer du poumon, quelque chose comme ça. Mais en parallèle, du fait de son attitude,
je n'ai pas cessé de chercher, et souvent il ne faut pas cesser de chercher quand on a des signes qui sont présents, ces violences, parce que des fois elles peuvent mettre du temps à être révélées. Et donc cette femme, je lui ai raconté 2 autres cas. Le cas d'une patiente de 55 ans qui était obèse et asthmatique très sévère depuis des années et qui a été hospitalisée dans un service à Poitiers, et l'interne lui a très très mal parlé. Il l'a fortement disputée parce qu'elle avait fait une crise d'asthme et que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu de pneumologue, alors c'est très grave, qu'elle allait mourir, que c'était complètement idiot, imbécile de faire un truc pareil. Elle était revenue à la consultation après son hospitalisation dans un état de dépression. Et au bout de 3 fois où j'ai vu cette femme en consultation, en fait, tout d'un seul coup, je lui ai dit, mais en fait, cet interne, il vous a rappelé quelqu'un. Et cette femme, ça l'a un petit peu saisi, ce que je lui ai dit. Parce qu'en fait, moi, j'étais très inquiète de ce qui se passait tout à coup. Et en fait, cette femme, elle m'a révélé que sa sœur et elle étaient victimes d'abus sexuels de la part de leur père. Donc je lui ai raconté ce premier cas-là. Cette dame qui était suivie et obèse depuis des années après la révélation de ces abus sexuels a perdu 30 kilos et aujourd'hui elle prend quasiment plus de traitement pour son asthme. Pour vous dire à quel point les violences qui ont eu lieu même des années auparavant, alors que cette femme elle subit plus du tout d'abus sexuels ni aucune violence sexuelle, sauf le fait de ne pas avoir de vie sexuelle, qui en soi peut être peut-être une violence sexuelle. Et ben, la révélation a amené quand même une amélioration de son état de santé. Et je lui ai raconté aussi le cas d'un patient qui est toxicomane depuis des années, qui avait déjà dit non quand je lui avais dit mais quand on est toxicomane comme ça, c'est éventuellement qu'il s'est passé des choses auparavant. Cette question très cognitive, très directe m'avait amené à un non. Et pareil, dans une situation professionnelle où il a été mis en difficulté, je lui ai dit, mais cette personne, elle vous a rappelé quelqu'un, ça vous rappelle une situation. Et en fait, il a osé me révéler que quand il était chez sa nourrice, les enfants de la nourrice lui demandaient de leur faire des fellations. Il garde beaucoup, beaucoup de honte et de cette situation auquel il pense tous les jours parce qu'il a le sentiment d'avoir été proactif et d'avoir peut-être aimé cette situation où, il ne sait plus trop si c'est lui qui l'a déclenché ou pas, en fait. Parce que je pense que c'est éventuellement quelque chose qu'on lui a mis dans la tête. Donc il est dans une grande culpabilité. Donc voilà, c'est des patients que j'ai suivis pendant des années et des années où les révélations ont été longues. Et donc quand j'ai parlé de ces 2 situations à cette dame qui me disait « mais non, je me souviens de rien », 4 jours après que je lui ai dit ça, elle est revenue en consultation, elle m'a dit « j'étais en train de repasser ». Et tout d'un seul coup, je me suis souvenu que mon oncle, il me faisait des abus sexuels. Et je me suis même souvenu qu'il en faisait à mon frère. Donc j'ai appelé mon frère. Et mon frère, il m'a confirmé qu'on était victime d'abus sexuels de la part de mon oncle. Donc voilà, c'est une des techniques qui est utilisée. Et ça demande beaucoup de persévérance pour que les gens osent dire les choses. Et si jamais, par exemple, la personne, elle nous parle de douleurs chroniques depuis 1 an, 10 ans, etc. Ou le début de l'anorexie, le début d'entrer dans l'anorexie ou le début d'entrer dans la boulimie, hein, parce que ce sont les troubles obsessionnels compulsifs alimentaires sont souvent en lien aussi avec des abus. Et ben on va rechercher le début et on va dire si vous avez commencé à tel âge, alors à ce moment-là, on va faire des affirmations. C'est qu'il s'est passé quelque chose de très important et qu'est-ce qui s'est passé. Et quand on est très affirmatif, le patient, souvent, il pense qu'on a compris, enfin, quelque part, il a raison de le penser, puisqu'on a compris qu'il s'est passé quelque chose, et c'est beaucoup plus facile pour lui de faire la révélation à ce moment-là. Parce qu'il voit qu'on n'est pas, qu'on est neutre, qu'on ne va pas surréagir à l'événement qui va être signalé, et c'est important pour le patient qu'on ne surréagisse pas. Et on va utiliser quelques questions qui marchent très très bien, comme « mais on vous a fait du mal ». C'est assez vague pour que le patient il ose glisser quelque chose. Ça marche très très bien. Et quand on soupçonne que les violences sont actuelles,
on va glisser une petite boutade comme ça, à l'air de rien, mais il a l'air bien compliqué quand même, ou il ne serait pas un petit peu compliqué, votre conjoint? Et cette question assez banale, la patiente, elle peut répondre oui. Et alors, si elle répond oui, ce qui est absolument pas normal, hein, de trouver que son compagnon ou sa compagne est compliqué, eh ben, on va chercher les autres signes d'emprise. Et on va rentrer dans les autres boutades, comme du coup, il doit être un petit peu jaloux. Et puis, c'est plutôt plaisant de dire que son compagnon est jaloux, parce que quelque part, c'est qu'on est un objet précieux, objet de convoitise, donc c'est plutôt positif. Et elle va avoir tendance à nous répondre oui. Et alors là, 2 très mauvais points. C'est absolument pas normal de trouver que son compagnon est jaloux. Et là, on va glisser d'autres choses qui vont être, comme elle s'est renarcissisée en disant que oui, il est jaloux, en fait, elle va moins faire attention aux questions suivantes. Et là, on va pouvoir commencer à poser des questions un peu plus vraies, moins valorisantes, et dire, mais des fois, il ne change pas un peu d'humeur brutalement, il est doux, puis d'un seul coup, il part en fureur, il fait des furies pour pas grand-chose. Et là, oui, et elle va comprendre que nous, en fait, on ne trouve pas trop ça normal, parce qu'en fait, le système qui fonctionne très bien, c'est que la femme finit par penser que c'est normal, tout ça. Et c'est le piège. Et donc, on va lui dire... Et on va aller en entonnoir, c'est-à-dire qu'on va lui dire, mais est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce qu'il est ambivalent? Est-ce qu'il dit des choses paradoxales? T'es une abrutie, mais je t'aime. Voilà, des choses un petit peu... il est colérique, il vous insulte, il vous frappe. Et un homme qui frappe sa femme, forcément, il y a un abus psychologique, et cette femme est sous emprise psychologique, c'est obligé. Et même, c'est obligé qu'il y ait des violences sexuelles. Parce que cette stratégie, c'est la stratégie de la domination par l'humiliation, et l'humiliation sexuelle fait partie des stratégies. Et les femmes ne voient pas forcément que ce qui se passe au niveau de la sexualité, c'est une façon d'humilier. Une des façons d'humilier, c'est de contraindre à faire des choses qu'on n'a pas envie. Et une des choses qui commence à être connue, c'est par exemple de se faire réveiller en plein milieu de la nuit pour avoir un rapport sexuel. Dans les stratégies, comme le disait Françoise, après, une fois ce qu'on fait en consultation, une fois que la personne l'a révélé, c'est donc on a dit tout à l'heure, hein, créer l'espace de parole, et après déculpabiliser, et bien signaler à la personne qu'elle est victime, qu'on la croit, et qu'elle n'a pas à se justifier, ou qu'elle n'a pas à justifier, parce que lui, souvent, c'est les stratégies qu'il va utiliser. C'est lui-même a été victime. Il est malheureux, c'est un homme malheureux, qui souffre, qui a vécu des violences dans son enfance, et il va utiliser deux stratégies principales, c'est la culpabilisation et la menace. La menace, ça va être la menace de « je te quitte, tu es une bonne à rien et sans moi tu te débrouilleras jamais », parce que quand on te voit, franchement... Donc il se met en position de domination. C'est pas forcément des menaces de mort, mais si tu continues, je vais te tuer, ou rien que, en fait, une menace de mort verbale, c'est déjà quelque chose de significatif. Et souvent, il va minimiser, ou elles vont minimiser, et nous, on ne va absolument pas minimiser. Une des façons de minimiser les actions du partenaire violent, si on est dans cette disposition, c'est de dire il est immature. C'est de l'immaturité, en fait, où il ne contrôle pas ses émotions. Et, ce qui n'est absolument pas vrai, en fait, parce que ces stratégies, elles sont conscientes. La personne qui fait des violences, même psychologiques à l'autre, il utilise des stratégies conscientes et la plupart du temps aussi perverses. Et ça, quand on est pervers, on a conscience de l'être. Ils utilisent des petites phrases toutes faites, comme par exemple quand on a donné un coup à sa femme, eh ben, on va lui dire « tu vois ce que tu m'as fait faire, c'est toi qui m'as poussé à bout, c'est toi qui me fais faire ça ». Et toutes ces stratégies marchent très très bien et elles sont communes, c'est des petites phrases toutes faites que j'utilise en consultation, et les femmes des fois sont quelquefois assez sidérées parce qu'elles pensent que je le connais au final. Ouais, c'est ce... Ouais.
Donc on rappelle la loi, hein, que c'est puni par la loi, qu'elles peuvent porter plainte, et que les réactions qu'elles ont, en fait, elles sont normales. Qu'elles ne sont pas folles, parce que la plupart du temps aussi, c'est ce qu'il dit, hein, en plus t'es folle. Et on déculpabilise en disant que la femme, elle a fait ce qu'elle pouvait au moment où ça lui est arrivé. On va évaluer le niveau du syndrome de stress post-traumatique. Et on va expliquer, informer les stratégies de l'agresseur, comme je vous ai expliqué, l'emprise. On va la faire aller sur le site de Muriel Salmona pour qu'elle comprenne et qu'elle prenne conscience au fur et à mesure des possibilités qui lui sont offertes et du changement et de ce qu'elle vit aussi. Ça explique tous ces mécanismes psychologiques, vous pourrez les comprendre, notamment la question de la récidive, la rechute, je dirais, ou le fait qu'on retombe sur le même type d'individu, ou en tant que violent, qu'on refasse toujours la même chose. Vous verrez sur le site de Muriel Salmona, tout ça est très très bien expliqué. Et voilà, tout là, tous les lieux où on peut, et toutes les techniques, vous voyez rien, vous. Ouais. Oh, oui, c'est celui-là, zut. Les techniques qui sont reconnues actuellement de prise en charge par l'hypnose ou le MDR pour désémotionner certaines situations. Ça aide beaucoup la personne qui a été victime que son cerveau déprogramme certaines situations émotionnelles inconfortables. C'est la même chose, c'est le même, les mêmes circonstances que certaines phobies en fait. Et le fait, comme dit Sophie, que les femmes portent plainte et que 5 jours après elles viennent enlever la plainte, c'est lié au trouble anxieux qui se met en place et c'est des relargages hormonaux qui se passent au niveau du cerveau qui fait que la vision du monde est différente en fonction du nombre d'hormones qui circulent dans notre cerveau. Et je ne parle pas des hormones sexuelles puisque les hormones sexuelles n'ont pas d'impact sur l'humeur des gens. Merci. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des ajouts. Si à la rigueur, Stéphanie, moi j'aurais une question. Est-ce qu'il t'arrive fréquemment de faire des signalements? Et si oui, comment ça se passe? Et donc après, Sophie, même, la suite en fait. Quand une femme majeure se présente à la consultation, je ne peux pas signaler elle est majeure. Oui, mais elle est vulnérable. Oui, mais elle est majeure. Donc je n'ai pas le droit, je vais lever le secret professionnel à ce moment-là et je n'ai pas le droit de le faire. Et les situations de coups et de risque de féminicide ne sont pas cela si fréquent que ça dans l'immédiateté. Voilà, on va rarement jusqu'à soulever ce genre de choses. Après, je peux que leur proposer d'aller immédiatement porter plainte. Mais des fois, même quand elles portent plainte, en fait, le résultat n'est pas à la hauteur de la plainte. Mais j'imagine que le dossier médical, dans des cas de dépôt de plainte, appuie sur les procédures. Donc tu fournis des pièces, entre guillemets. Exactement. C'est un historique. Alors, nous avons des médecins du CHU, puisque nous sommes à Poitiers, donc qui font des signalements dans le cadre des violences sur les enfants et dans le cadre des violences conjugales. Nous avons rarement des médecins traitants qui nous font des signalements, mais il est possible qu'un médecin généraliste, avec l'accord de la patiente, fasse un signalement en fonction de la vulnérabilité de sa patiente. Sa patiente, si elle sort du cabinet et se retrouve au domicile avec le mis en cause alors qu'elle arrive et qu'elle est défigurée, avec l'accord de cette patiente, le médecin est censé faire un signalement auprès du procureur de la République
pour protéger cette personne dont la vulnérabilité est présente à l'instant T. Voilà. Et nous, les certificats médicaux des médecins généralistes, quand les victimes sont entendues, si on a un certificat médical d'un médecin généraliste, on le met dans la procédure, parce que le médecin généraliste, souvent, est le premier interlocuteur à avoir reçu les déclarations et à avoir constaté les blessures. Mais la plaignante ira quand même voir le service médico-judiciaire pour avoir une ITT déterminée. Parce que l'ITT déterminée sera déterminée par le médecin judiciaire et non par l'attestation du médecin généraliste. Voilà, le détail, c'est avec l'accord de la patiente. S'il vous plaît, j'ai une question, alors en écho à ce que disait Madame la députée au début, en off, sur la formation. Parce que vous semblez dire que les médecins généralistes sont tout à fait à même de détecter à travers des signes comme l'asthme, fibromyalgie, etc. Voilà, mais c'est un monde de rêve, ça, ou c'est la réalité? La formation, vraiment, il y a une formation de base initiale dans le cursus des médecins, ou est-ce qu'il y a une formation continue qui est imposée, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas fortement proposée aux médecins généralistes? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'effectivement les médecins généralistes soient en capacité, alors technique peut-être, mais en tout cas de détecter ça et du coup d'aller plus loin. On est dans le registre du social. Et nous, ce qu'on apprend, c'est le médical. Et dans les causes des maladies, on n'évoque pas le fait que l'asthme, par exemple, ou l'infarctus du myocarde sont en lien avec des violences. C'est pas, donc les étudiants, les futurs médecins ne sont pas alertés sur le lien entre signes cliniques et violence. Donc dans la formation initiale, il y a sans doute une heure qui est consacrée en général aux violences, et c'est tout. Après, ça va être une démarche personnelle et individuelle des praticiens qui vont faire qu'éventuellement, ils vont se mettre en formation continue. Attendez le micro parce que c'est enregistré. Attendez. Non, l'ordre des médecins, il n'intervient pas du tout sur notre formation. Oui, donc c'est une interpellation plutôt au niveau de l'Assemblée nationale qu'il faudra peut-être faire là. Je veux bien continuer à répondre pour l'Assemblée nationale, mais je suis désolée, dans la loi de 2010 d'abord, je signale qu'est inscrit les violences psychologiques et que c'est punissable de peine de prison. Les violences physiques et psychologiques. Et le soir, parce que je me souviens très bien des discussions avec des magistrats qui nous ont dit que ce sera compliqué à prouver. Mais la violence physique et psychologique sont bien distinguées. Enfin, dans la loi de 2014, on a complété la loi violence, parce que en France, la première loi violence, c'est quand même que de 2010. Il n'y avait rien avant. On a pris une conscience dans une grande enquête qui est apparue en 2000, l'enquête en Fèvre, où on a découvert tous ce qu'on était, pour les plus âgés, qu'une femme mourait tous les 3 jours. Mais personne ne le savait en termes de chiffres. Personne. Donc cette prise de conscience est récente en France, et la loi est de 2010. En 2014, on l'a complétée et on a mis que devait y avoir, donc 2014, on est en 2019, 5 ans après, que toutes les personnes qui seraient en présence de femmes victimes de violences, personnes victimes de violences, devraient être formées. C'est-à-dire les médecins, les magistrats, les policiers, les gendarmes, les assistantes sociales. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Si on n'arrive pas à former, personne ne détecte la violence, c'est ce que vous dites. Ah oui, personne ne détecte la violence. Donc il y a des signaux qui viennent chez les médecins généralistes, qui viennent chez les magistrats, et on est encore à ne pas prendre des mains. On a mis aussi dans la loi que même si une femme vient mettre une main courante, elle doit être passée au procureur. Elle ne doit pas rester au commissariat. Donc, ben oui, mais ça c'était en 2014, puisqu'on s'était rencontrés à cette occasion-là. En 2014. Le suivi des mains courantes est toujours fait, puisque c'est moi qui suis en charge des mains courantes. Sauf que sur la loi de 2014, la prise en compte de la déclaration du public de main courante, nous devions nous saisir immédiatement de cette main courante pour le transmettre au procureur. Nous l'avons fait. Il n'y a pas eu de suite judiciaire du procureur, et le problème, c'est qu'on a perdu nos victimes. C'est-à-dire que nos victimes, quand elles font une déclaration de main courante, c'est qu'elles ne veulent pas qu'on aille au judiciaire. Et donc nous avons perdu beaucoup de victimes. Alors, pas perdu, elles ne sont pas mortes, je crois. Nous avons perdu des victimes sur l'accord verbal qu'on avait posé avec elles et le sentiment de la confiance qu'on avait établi avec elles. Donc là, sur la nouvelle loi du Grenelle des violences conjugales, nous sommes encore, donc en 2019, la loi sur le Grenelle des violences conjugales, la main courante est encore prise en compte. Sauf que, alors,
moi je vais parler pour ma gouverne, hein. Le suivi des mains courantes au commissariat de Poitiers, donc on a quand même une grande circonscription à Poitiers, hein, au niveau police, et on travaille quand même beaucoup en lien avec les associations qu'il y a sur Poitiers, et je trouve que notre suivi main courante fonctionne tel qu'elle est. C'est-à-dire qu'on va aller à l'avant de la victime et pas forcément judiciariser la chose comme le Grenelle le souhaiterait, mais malheureusement on a déjà vu en 2014 que la confiance de la victime à travers la main courante, quand on l'a judiciarisée, on perdait notre victime. Et ça... Non, je vous entends, vous l'aviez dit. C'est des évaluations à faire de la loi, mais il y a ce phénomène-là. Et il y a une chose qui est très sous-utilisée, c'est l'ordonnance de protection. Ah oui, ça, on est d'accord. Hein, puisqu'on avait mis les victimes à l'abri immédiatement. Il faut qu'elles soient, avec y compris le téléphone grand danger. Alors l'ordonnance de protection, l'ordonnance de protection est nouvelle en application pour la Grenelle. Hein. Oui, mais bon, on est 5 ans après. Ah ben oui, mais ça... Nous avons une question au planétarium. Si c'est une question là-bas. Je suis pas procureur, moi. On peut poser notre question au planétarium? J'ai déjà une question ici, et après Anne. Il y en a une ici aussi. Moi, je voulais savoir, alors je suis peut-être en avance sur le programme, ce sera peut-être une réponse de cet après-midi. Mais vous disiez qu'il y a des symptômes qui étaient mis en avant. Enfin, je m'arrête sur la fibromyalgie. Est-ce qu'une fois que la victime a fait les révélations, a eu un jugement, mais a fait un travail psychologique, mais a toujours les symptômes, est-ce que vous, au niveau médical, enfin, qu'est-ce qui peut être possible de faire pour cette personne-là? Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est clair. En effet, la révélation, elle ne va pas forcément amender l'ensemble des symptômes. Et après, c'est l'individu qui a vécu 50 ans de sa vie avec un symptôme, il peut pas... tout ne va pas se lâcher. Enfin, la vie, elle est derrière soi aussi. Et si vous êtes athlète de haut niveau au début de votre vie, même si vous arrêtez à 25 ans, vous gardez le physique d'un athlète. Hein. Donc les symptômes vont perdurer, mais après la prise en charge elle est différente, on le sait tous les deux, du coup on parle plus du tout de la même chose. Souvent on peut diminuer la quantité de médicaments et le patient il va beaucoup plus accepter d'avoir une prise en charge psychologique, il va plus se sentir incompris, comme si on ne trouvait pas une maladie, mais en fait si on l'a trouvé la maladie. Mais il n'y a pas de remède, il n'y aura pas de remède miracle comme l'appendicite. Ben, on enlève l'appendice et c'est un remède miracle. On va prendre la question au planétarium. Bonjour, excusez-moi. Alors, je suis sourde et je me demandais quel était l'accueil pour les femmes sourdes à Poitiers. Moi, j'interprète, hein, bien sûr. Alors, aucune. Je suis désolée de vous le dire. Nous avons droit à une formation dans l'année qui se compose sur le langage des sourds et muets, sur une formation de 3 jours en 1 mois pour le niveau 1, 2 jours en 6 mois après pour le niveau 2, et au bout du 9e mois, on a une formation niveau 3 de 1 jour et demi. Pendant ce temps-là, comme nous le pratiquons pas tous les jours, on va dire que notre formation n'est pas bonne, et que quand la personne sourde se présente au commissariat ou muette, nous la faisons écrire tant que nous n'avons pas trouvé un interprète pour la représenter. Donc c'est un manque de moyens, on va dire, de notre part aussi, hein, je pense. Et un manque de formation, je pense que la formation, elle serait sur un mois complet à apprendre le langage des signes, ça serait beaucoup plus simple, parce que sur 1 an, on oublie les premiers gestes de sigles. Bonjour, moi j'ai plutôt une question par rapport au suivi avec les familles. Par exemple, vous parliez tout à l'heure d'une femme qui est venue vous voir, qui avait un petit garçon. Donc on sait que par exemple les enfants sont souvent les premiers témoins de ces violences. Et donc est-ce qu'il y a un suivi commun entre la femme et l'enfant, ou est-ce que c'est séparé? Voilà, je voudrais savoir comment ça se passe un peu. C'est pour moi? Non, c'est pour...
C'est séparé parce que ce ne sont pas les mêmes médecins qui s'occupent des enfants, ce sont les pédopsychiatres, et ce sont les psychiatres qui s'occupent de la victime adulte, en fait. Et les enfants ne sont pas seulement les témoins. Un homme qui frappe sa femme, je vais vous dire qu'il frappe aussi son enfant. C'est une stratégie de domination. Et alors moi, je vais rebondir sur l'enquête judiciaire. Les enfants témoins de violences conjugales, quand ils sont à partir d'un certain âge, nous les prenons en audition avec l'accord du plaignant, de la victime de violence. On les prend en compte à partir de 8 ans, quand ils sont capables d'exprimer clairement j'ai vu une gifle, j'ai vu une fessée, j'ai entendu des insultes et tout ça. On le prend souvent en compagnie de la personne victime de violences conjugales pour établir un climat de confiance. Après, je vous dirais que c'est compliqué aussi pour un enfant parce que l'enfant, il est le premier victime de ce que subit la maman ou le papa dans les violences, et que nous, on doit aussi le protéger parce que c'est compliqué qu'ils nous disent à nous, papa il tape maman ou maman elle tape papa, et puis la police elle est là pour dire mais tu sais que c'est pas bien et tout ça, et donc l'enfant il culpabilise, et donc nous c'est pour ça qu'on essaye. Alors on doit entendre les enfants, hein, je dis bien on doit entendre les enfants qui sont vraiment les premiers témoins de ces violences, mais on essaye d'épargner l'enfant parce qu'il subit déjà beaucoup de choses visuelles, et nous on souhaite le protéger, donc c'est pour ça qu'on commence à l'entendre à partir de 8-9 ans. Une question au planétarium. Bonjour, donc merci pour vos interventions. Moi, je me posais une question par rapport à l'éviction du conjoint violent du domicile, parce que dans de nombreux cas, voire la majorité, c'est les victimes qui sont amenées à quitter leur domicile, ce qui, pour moi, engendre des violences psychologiques supplémentaires. Est-ce qu'il y a des cas où on met en place cette éviction, en fait, du conjoint violent ? Alors malheureusement pour moi, je suis enquêteur et je vous dirais que l'éviction du mari violent ou du conjoint violent n'est jamais mise en place. J'ai géré cette partie-là déjà pendant 10 ans en Ile-de-France, et là ça va faire depuis 2013 que je suis à Poitiers dans cette unité-là. Et c'est toujours pas mis en application. Pourquoi je ne sais pas. Sur le nouveau Grenelle des violences conjugales qui va sortir dans 3 jours, l'éviction du mari violent est prévue dans la nouvelle loi du Grenelle des violences conjugales. Le problème, c'est les logements. Les logements pour la prise en compte des victimes et les logements pour loger le mari violent. Alors nous avons des foyers à Poitiers. Le problème, c'est que les places sont chères. Voilà, et on en parlera après avec les filles. Voilà. Moi, j'avais une question rapide. Est-ce que vous avez un fichier qui vous permet de vérifier, lorsqu'une femme vient porter plainte ou même sans porter plainte, déposer une main courante, que monsieur est récidiviste? Parce qu'on a quand même eu 6 féminicides où rien n'a été fait pour des gens qui ont porté plainte, alors que monsieur était récidiviste. Alors, est-ce que la police dispose d'un fichier, et est-ce que vos collègues ont le réflexe de regarder ce fichier? Alors, nous avons un fichier qui s'appelle le fichier des antécédents judiciaires, qui est... on va dire que ce n'est pas nous qui le remplissons, ce fichier, c'est la justice. Voilà, donc la justice, elle va remplir ce fichier quand le méchant il sera passé en justice et qu'il aura eu une sanction judiciaire. Nous avons un fichier commun police-gendarmerie pour les personnes qui ont fait des infractions judiciaires, et donc même si elles ne sont pas jugées, nous avons un fichier nécessaire pour vérifier les antécédents judiciaires. Le problème de ce fichier-là, c'est qu'il va être marqué que telle personne est connue pour des violences volontaires sur concubin, mais nous n'aurons, si la justice ne nous a pas mis la suite judiciaire, on n'aura pas la suite judiciaire. Et c'est toute la difficulté. Alors, je ne vous dis pas, c'est pas parce qu'il est connu du fichier qu'il n'est pas... C'est un méchant pour moi, ça, c'est pas le problème. Mais
si il n'y a pas eu de suite judiciaire, son parcours judiciaire ne va pas avoir d'antécédent pour la décision de justice. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu un fait judiciaire marqué dans ses antécédents, comme quoi il est auteur de violence, qu'il y a eu des suites judiciaires pénales, avec une décision de justice pénale, qui va faire qu'il est en récidive. Et pour qu'il soit en récidive judiciaire, il faut... Oui, alors les personnes condamnées, j'allais rebondir dessus, madame, les personnes condamnées, il faut qu'il y ait eu un jugement. Actuellement, sur les violences conjugales, je vous le dis au jour d'aujourd'hui, le 14 novembre, nous avons des décisions de justice au mois de juin 2020. Donc, ce qui veut dire que cette personne qui est actuellement sortie de garde à vue va être jugée au mois de juin 2020. Qu'est-ce qui va se passer entre le 14 novembre 2019 jusqu'au 20 juin 2020 ? Moi, je ne peux pas le savoir, ça. Et tant qu'il n'aura pas été jugé au mois de juin 2020, cette personne ne sera pas considérée comme condamnée et comme ayant été déjà auteur de violences conjugales. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais je ne peux pas... Une question, Planétaire. Bonjour. Bonjour. Ah, pardon. J'aimerais que Catherine Coutel nous précise la loi concernant, ça n'a pas été dit très précisément, l'évolution très positive de la loi concernant les enfants victimes de violences, alors qu'ils ne sont pas directement victimes de violences, mais ils sont témoins de ce qui se passe dans la famille et ils sont dorénavant considérés comme victimes à part entière. Parce que sur le plan psychologique, on connaît les dégâts que ça crée. J'aimerais que Catherine Coutel le précise. Fanny, puisque j'ai reconnu ta voix, je pense qu'on aura les éléments de réponse cet après-midi avec Isabelle Steyer et Michel Luga sur la partie juridique. Là, il y a beaucoup de questions et je ne pourrais malheureusement pas tout prendre parce que sinon on va se décaler sur le programme. On prend des rapides et peut-être qui concernent vraiment les intervenants qui sont à la table. Merci. Bonjour. Donc pour le coup, moi, ça va concerner un peu tout le monde. Du coup, dans tout ce que vous dites, ce qui revient souvent, c'est l'idée de formation. Donc, par exemple, Françoise, vous parlez de 3 fois 2 jours de formation, voilà, pour tout ce qui est enseignant et tout. Pardon ? Gratuite, qui plus est, c'est encore mieux. Et en même temps, donc ça fait plaisir à entendre parce que j'ai assisté à une de vos formations qui était absolument extraordinaire. Je conseille à tout le monde. Et en même temps, je suis un peu choquée et je trouve ça dommage. En tant qu'ancienne enseignante, professeure des écoles, je trouve que c'est nécessaire aujourd'hui, non pas d'avoir droit à une formation sur tout ce qui peut être violence ou au niveau de la sexualité, au niveau des mots, tout ça, mais carrément un enseignement. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que, pour rebondir sur la parole du directeur de l'espace Mendès-France, je ne me rappelle plus de son nom et je suis navrée, qui disait qu'il souhaitait que les futures générations continuent aujourd'hui, que ce ne soit pas uniquement un travail qui va se faire aujourd'hui, mais que ça va perdurer dans le temps. Aujourd'hui, il faudrait passer par ça, passer par l'éducation des futurs enseignants, peut-être qu'il y en a dans la salle, des futurs professionnels qui vont travailler avec des enfants et les éduquer dès le plus jeune âge, leur enseigner toutes ces choses-là. C'est juste une utopie peut-être, mais en tout cas, voilà, c'était ce que je souhaitais dire aujourd'hui. Merci. On a une dernière question rapide. Bonjour. Je voulais juste revenir sur la notion de secret. Je suis toujours très gênée quand j'entends ça. Je suis assistante sociale, donc soumise au secret. Et je crois qu'à un moment donné, quand on est au courant de faits de violence, on ne peut pas garder le secret. Et je suis soumise au secret. Et à un moment donné, sinon, on pourrait accuser de non-assistance à personne en danger. Et moi, ça me choque profondément. Mais bon, voilà, ça c'est votre positionnement de professionnel, je peux l'entendre. Je voulais vous poser une autre question. Quand c'est un homme, parce qu'effectivement, le thème aujourd'hui, ce sont les femmes victimes de violences. On sait que des hommes sont également victimes. Quand c'est un homme qui vient en consultation avec des pathologies comme vous avez pu le décrire, est-ce que vous avez, du coup, cette même sensibilité et ce même processus que vous avez développé là, sur le PowerPoint? Oui. Oui, c'est vrai que c'est plus difficile d'y penser. Pourtant, je pense que dans l'enfance, les hommes ont peut-être été plus violentés, pas forcément sur le registre sexuel, mais aussi que peut-être les femmes, notamment au niveau de leur physique, entre autres. Oui, on y pense. Ils viennent beaucoup moins en consultation.
et c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir un résultat. On peut rajouter que les hommes ont honte. Ils ont encore plus honte que les femmes. Parce qu'ils ont honte parce qu'ils ont subi cette agression ou ce viol. Et ils ont honte parce qu'ils sont des hommes, qu'on prend pour des femmes. Mais c'est très difficile pour eux. Très, très dur. Oui. Juste, on va prendre une dernière question au planétarium. Et puis après, on va faire une pause. Je suis désolée de ne pas pouvoir prendre toutes les questions. Il faut qu'on enchaîne. Et de signaler, parce que Françoise ne l'a pas dit, que les permanences du planning familial sont de 18h à 20h tous les lundis au 20 rue du Fief des Hausses. Même pendant les vacances scolaires. Voilà, même pendant les vacances. Oui. Et qu'on a un numéro de téléphone aussi, mais on pourra vous donner les informations. Dernière question au planétarium, et puis après on fera une pause. Merci beaucoup. J'avais une question, parce que là, du coup, on est très centré sur la ville, et sur Poitiers, où on a quand même un maillage de professionnels de santé, de professionnels sociaux. Je voulais savoir à la campagne comment ça se passe. Est-ce qu'à la gendarmerie, il y a des, je sais pas comment on dit, des gendarmes qui sont formés à la question des violences conjugales? Alors, nous avons même des gendarmes qui font partie du réseau des violences conjugales. Après, je ne vais pas me permettre d'intervenir maintenant parce que moi je dépends du commissariat de Poitiers, mais ma collègue Amélie Bertin, intervenante sociale au commissariat qui fait partie du réseau des violences conjugales, va vous parler du réseau et au niveau des formations des gendarmes, parce que police ou gendarmerie, on a tous la formation pour découvrir ce que c'est qu'une infraction et donc être capable de recueillir et recevoir les personnes victimes de violences. Et le 5 à Montmorillon, il y a un film qui s'appelle Jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde, et cette séance de cinéma est organisée par un gendarme qui est sensibilisé à toutes ces questions, et c'est lui qui organise la soirée. Voilà, donc on va faire une pause de, je crois, 10 minutes, et après on reprend 5 minutes. On me fait signe. 5 minutes, et on reprend après. Merci.